Lors de vos escapades nocturnes, il vous est peut-être déjà arrivé de tomber nez à nez avec des silhouettes furtives qui enchaînent voltige et acrobatie aérienne avant de s'éclipser dans l'obscurité. Les chauves-souris. Ces créatures de la nuit, souvent associées aux superstitions et aux mythes de vampires, sont bien plus que des symboles de mystère et de légendes d'Halloween. Ce documentaire vous emmène dans un voyage fascinant à la découverte de ces mammifères ailés qui vivent à notre chevet et qui sont pourtant terriblement mal compris. Moi, c'est Wildboy, et aujourd'hui on va débunker toutes les fausses croyances et tous les mythes qui traînent sur les chauves-souris. En regardant cette vidéo, les techniques de chasse, l'anatomie, les légendes, les mystères ou encore les dangers qui pèsent sur les chauves-souris n'auront absolument plus aucun secret pour toi. Installe-toi confortablement, ferme les rideaux, éteins les lumières, bon visionnage. Les chauves-souris font peur. Il ne faut pas avoir peur. Ça en fait, c'est en grande partie dû à des croyances et à des superstitions qui sont hyper ancrées dans l'imaginaire collectif. Depuis toujours, leur activité nocturne et leurs apparitions furtives dans des endroits sombres leur confèrent un aspect mystérieux et inquiétant. Le tout étant exacerbé par une apparence parfois étonnante et par un comportement réputé hostile envers l'être humain. Et on verra tout à l'heure qu'on est très loin du compte. Ça, c'est la Barbastelle d'Europe. C'est ma petite préférée, donc il fallait bien que je la cale dans le documentaire. Suceuse de sang, incarnation du diable ou encore créature capable d'attaquer les humains en s'en mêlant dans leurs cheveux, les clichés concernant les chauves-souris sont absolument innombrables. Dans de nombreuses cultures, les chauves-souris sont affiliées à des créatures mythiques et surnaturelles. Par exemple, elles sont intimement liées aux légendes de vampires. Et en fait, cette imagerie négative, elle a progressivement été renforcée par une série d'œuvres culturelles absolument majeures, comme Dracula de Bram Stoker. Pour toutes ces raisons, et également parce qu'elles sont réputées pour transmettre un nombre incalculable de maladies, et ça c'est pas complètement faux parce qu'il faut quand même savoir que les chauves-souris peuvent transmettre le virus de la rage, et bah pour toutes ces raisons, les chauves-souris ont été littéralement persécutées pendant des siècles, et ce tout autour du globe. Par exemple, en Europe, on avait pour tradition pendant le Moyen-Âge de clouer les chauves-souris à la porte des granges pour conjurer le mauvais sort. Pour les Amérindiens, elles seraient des esprits malins errant dans les ténèbres, et la simple vision d'une chauve-souris serait annonciatrice d'un malheur à venir. Icône ultime de la nuit, du malheur, de la mort, d'Halloween et de l'esthétique gothique, la chauve-souris doit une grande partie de sa funeste réputation à son mode de vie et à ses caractéristiques morphologiques. Les chauves-souris appartiennent à l'ordre des chiroptères, ce qui signifie littéralement main ailée en grec, en référence à leur morphologie unique. Au contraire des oiseaux, les ailes des chauves-souris sont constituées par 4 doigts hyper longs et reliés par une fine membrane de peau souple et élastique. Elles conservent alors des doigts individualisés qui leur confèrent une agilité exceptionnelle et une très grande flexibilité dans les airs, leur permettant de réaliser des virages très serrés et des manœuvres bien complexes à la Top Gun. Ouais, je sais que ça peut sembler étonnant, mais les chauves-souris sont bien des mammifères comme les chiens, les chats, les êtres humains ou les vaches. Comme les chats, les chiens, les vaches ou encore les êtres humains. Le point commun, c'est que elles aussi, elles produisent du lait pour allaiter leurs petits. Par contre, les chiroptères sont bien les seuls mammifères capables de voler, et c'est bien là leur originalité. Le corps des chauves-souris est généralement petit, très léger et couvert d'une fourrure aérodynamique qui est vachement utile pour leur tenir chaud et pour optimiser la vitesse pendant le vol. Et enfin, pour terminer sur l'anatomie de ces beaux bestiaux, Leurs pattes arrière sont équipées de griffes recourbées très puissantes qui vont leur permettre de s'accrocher la tête en bas lorsqu'elles vont se reposer. et là depuis quelques temps tu dois te demander ok mais pourquoi les chauves-souris dorment la tête en bas? Et il est grand temps pour la première petite anecdote. En fait, il y a 3 principales raisons. La première, c'est qu'avec leurs ailes fines et fragiles, il est beaucoup plus simple pour elles de décoller par le plafond car ça implique moins d'efforts. Elles ont simplement à se laisser tomber et à battre des ailes pour décoller. La deuxième raison, c'est que ça leur offre une grande sécurité contre les prédateurs, notamment les renards, les chats ou les belettes qui sont incapables de venir les déloger au plafond. Et la troisième raison, c'est qu'elles sont dotées de tendons qui se verrouillent automatiquement, ce qui fait qu'elles peuvent tenir dans cette position sans la moindre difficulté. Si tu veux, c'est un petit peu le même principe que les gopniks en Russie. Oh, je crois qu'il
Il existe presque 1500 espèces de chauves-souris dans le monde entier, ce qui en fait le deuxième groupe de mammifères le plus développé après les rongeurs. On passe donc de la minuscule chauve-souris bourdon de 3 cm de long au colossal renard volant des Philippines qui peut atteindre 1,70 m d'envergure. Autant dire que si tu retrouves ça dans ta cave, tu l'appelles Maître Brousse et tu lui sers le thé dans une tasse en argent sans te poser de questions. En France métropolitaine, on retrouve 35 espèces de chiroptères. La plus répandue étant la pipistrelle commune, une petite chauve-souris toute mignonne d'à peine 5 cm de long pour une envergure d'une vingtaine de centimètres. Déjà rien qu'avec son nom, tu sais qu'elle est mignonne. Et c'est vrai que ça pour moi ça a été un vrai choc quand j'ai commencé à m'intéresser à l'étude des chiroptères, mais en fait la plupart des chauves-souris sont vraiment toutes petites. En fait, on s'imagine toujours des trucs énormes, et ça c'est notamment ce que vont véhiculer les films de vampires, alors que dans les faits, la plupart des chauves-souris sont vraiment toutes petites et elles pèsent moins de 20 grammes. Actuellement, les chauves-souris ont colonisé tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, et vivent dans une grande variété d'écosystèmes, des forêts tropicales aux campagnes tempérées, jusqu'aux déserts les plus arides. Hormis leur mode de vie nocturne, la caractéristique la plus remarquable et la plus connue chez les chauves-souris est leur capacité à utiliser l'écholocation pour naviguer et chasser dans l'obscurité. Ce qu'on pourrait finalement appeler le langage des ténèbres. Au contraire de ce que laisse entendre la croyance populaire, les chauves-souris ne sont pas aveugles, mais par contre ce qui est vrai c'est qu'elles ont une ouïe beaucoup plus développée que leur vue. En gros, pour vous expliquer grossièrement comment marche l'écholocation, les chiroptères vont émettre des ondes ultrasonores dans des fréquences généralement imperceptibles à l'oreille humaine. Le but c'est que ces ondes rebondissent sur la matière et sur les objets environnants. En analysant l'écho renvoyé, les chauves-souris peuvent donc entre guillemets voir leur environnement sonore avec une précision incroyable. Des grands murs en pierre aux plus minuscules moucherons, les chauves-souris impriment une sorte de carte mentale de ce qui les entoure. Avec cette capacité, ils peuvent donc se situer dans l'espace et évaluer les distances qui les séparent des objets. Et d'ailleurs, c'est ça qui va expliquer leur déplacement un petit peu imprévisible et saccadé, étant donné qu'il y a toujours une latence entre le moment où ils émettent les ondes et le moment où le cerveau scanne l'environnement qui les entoure. Du coup, personnellement, dans le cadre de mon travail, il m'arrive d'étudier les chiroptères en me basant sur ces fameuses fréquences. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des capteurs bien spécifiques pour capter les fréquences des chauves-souris, donc on va les laisser tourner pendant la nuit. Le lendemain, on va venir le récupérer et ce capteur va enregistrer les différentes fréquences d'ultrasons. Derrière, avec un logiciel, tu vas pouvoir traiter les ultrasons et ça va te sortir des spectrogrammes. En gros, c'est un peu comme les chants d'oiseaux, mais chaque espèce de chiroptère a sa propre fréquence et a son propre chant, entre guillemets. Ce qui fait qu'en analysant ces fréquences que tu ne peux pas entendre à l'oreille humaine, tu peux déterminer quelle espèce de chauve-souris est présente. Et d'ailleurs, l'étude acoustique, c'est la meilleure manière d'étudier les chiroptères, étant donné que c'est des animaux nocturnes et que c'est très compliqué de les différencier dans la nuit. Sachant que mine de rien, il y a quand même pas mal d'espèces qui se ressemblent. Étonnant, non? En tout cas, cette compétence d'écholocation est vraiment hyper utile. Surtout pour les chauves-souris insectivores, étant donné que ça leur permet de capturer de minuscules insectes en plein vol avec une précision chirurgicale. En se nourrissant de moucherons, de moustiques et de papillons de nuit, les chiroptères jouent un rôle écologique majeur, étant donné qu'ils vont réguler les insectes nuisibles qui causent des dommages dans les plantations agricoles. Et figure-toi que j'ai encore mieux parce que les dernières études démontrent qu'une seule chauve-souris pourrait ingurgiter jusqu'à 3000 moustiques au cours d'une seule nuit. Donc pas besoin de bougie à la citronnelle quand la nature fait bien son travail. Si le mythe du vampire suceur de sang colle à la peau de cet animal nocturne, il est important de savoir que les espèces de chauves-souris présentes en France métropolitaine se contentent d'un régime essentiellement insectivore. Par contre, dans les zones tropicales, beaucoup d'espèces vont manger des fruits et du nectar de fleurs. Elles vont alors participer à la dispersion des graines et à la pollinisation des plantes. Elles jouent donc un rôle crucial dans le développement de la flore et du maintien de la biodiversité, étant donné qu'avec leur longue langue, elles sont capables de polliniser des plantes que même les insectes et les oiseaux sont incapables d'atteindre. Mais malgré tout, chaque légende tient sa part de vérité. Direction l'Amérique latine, où 3 espèces de chiroptères sont bel et bien les dignes héritières de Dracula. Fières représentantes de la sous-famille des Desmodontinés, les chauves-souris vampires, comme on les appelle, sont hématophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de sang.
Pour ce faire, elles sont donc dotées d'une morphologie particulière. Un museau court garni de capteurs infrarouges pour détecter les veines, des incisives conçues pour découper la chair, un système digestif adapté au régime liquide et une salive contenant une substance empêchant le sang de coaguler afin de pouvoir se délecter de pintes de sang IPA en pression directement en léchant les plaies des proies. Pas inintéressant, pas savoureux non plus, on est entre les deux. Avec l'évolution de la zoologie, on a toutefois appris que les cas de morsures sur l'homme étaient rarissimes, et que les chauves-souris vampires privilégiaient plutôt le sang des mammifères sauvages, du bétail et des oiseaux. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le fait de généraliser le mythe du vampire à toutes les chauves-souris est complètement exagéré. Parce qu'en vrai, il y en a que 3 sur 1500 qui, effectivement, se nourrissent de sang. Ça représente que 0,02% des chiroptères. C'est rien du tout. Le cycle de vie de ces mammifères atypiques est clairement rythmé par les saisons. En hiver, l'absence d'insectes incite les chauves-souris à hiberner dans des gîtes qui nécessitent plusieurs conditions bien spécifiques. Du calme, de l'obscurité et de l'humidité. Les caves, les grottes, les tunnels, les greniers ou encore les bâtiments abandonnés sont vraiment des emplacements qu'elles vont kiffer. Une fois l'hibernation effectuée, le printemps arrive et les chiroptères sortent de leur longue léthargie hivernale. Et là, ce qu'elles vont faire, c'est très simple, elles vont énormément bouffer pour reconstituer leur réserve de graisse. En été, les femelles mettent au monde un unique petit qui n'aura besoin que de quelques semaines avant de devenir autonome. Et enfin, à l'approche de l'automne, s'amorce la période de reproduction. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont si actives à cette période et que c'est la meilleure période pour étudier les chiroptères. En fait, pour la majorité des espèces, la reproduction induit une ovulation différée. En gros, ça veut dire que la reproduction a lieu en automne et que le sperme du mâle est stocké dans l'utérus de la femelle jusqu'au printemps suivant. Du coup, en hiver, la phase d'hibernation démarre. Les chauves-souris vont se rassembler dans des gîtes, donc c'est comme ça qu'on appelle les endroits où il y a des grands rassemblements de chauves-souris pendant l'hiver. Donc bien évidemment, avant de venir, elles font leur petite réservation sur Airbnb, elles s'installent dans leur gîte, et là, elles ont plus qu'à espérer de ne pas être dérangées pendant l'hiver. Et voilà, le cycle est bouclé. Malheureusement, aujourd'hui, les chauves-souris sont encore en proie à de nombreux dangers. La destruction de leurs habitats naturels, l'utilisation intensive de pesticides qui vont empoisonner les insectes dont elles se nourrissent, les maladies contagieuses ou encore la pollution lumineuse qui les perturbe énormément et qui est bien plus présente qu'on ne le pense. Et si tu combines ça à la persécution qu'elles connaissent depuis la nuit des temps à cause de leur mauvaise réputation, bah t'obtiens un cocktail qui rend ces petits animaux fragiles complètement vulnérables. Heureusement, depuis quelques décennies, la roue est quand même en train de tourner. Et il est temps pour la deuxième petite anecdote. En fait, il faut savoir que la création du personnage de Batman par DC Comics en 1939 a largement contribué à la popularisation et l'acceptation des chauves-souris dans l'imaginaire collectif. Au point où un nombre incalculable de gamins, mais aussi d'adultes, arborent fièrement un logo de chiroptère sur leur calbar sans se poser de questions. Les travaux scientifiques pour mieux connaître le mode de vie de ces mammifères et les programmes de sensibilisation visent à une meilleure prise en compte des chiroptères. Au point où actuellement ils sont tous strictement protégés en France. La protection des chauves-souris nécessite donc une approche collaborative impliquant les gouvernements, les associations, les agriculteurs et globalement chaque individu. Par exemple, un truc qui est méga cool, c'est que les communes peuvent prendre l'initiative d'éteindre l'éclairage public à partir d'une certaine heure pour éviter de déranger la faune nocturne. Donc ça induit forcément les chauves-souris, mais également les rapaces nocturnes ou encore les papillons de nuit. Après, si jamais tu as envie d'agir à l'échelle individuelle, il est possible d'installer des nichoirs à chauves-souris. En fait, c'est le même principe que des nichoirs à oiseaux, donc il y en a que tu peux créer toi-même. Donc si tu cherches un peu sur internet, tu verras qu'il y a plein de tutos pour créer ton propre nichoir. Sinon, tu peux en acheter sur le site de la LPO, ils sont très bien. Et ça permet d'offrir un habitat de substitution à ces petites bêtes. Évidemment, il faut que les nichoirs soient bien placés, il faut que tu aies quand même de la ressource en nourriture à côté. Donc en fait, l'idéal en complément d'un nichoir, c'est d'avoir une bonne gestion des espaces verts autour de toi. Si t'as un jardin, bon bah garder des haies avec des arbres fruitiers qui vont attirer des insectes qui vont eux-mêmes être consommés par les chauves-souris. Tout est question de corridors écologiques, de trames vertes. Si t'es intéressé par tout ça, je te laisse faire tes recherches, mais c'est hyper important si tu veux accueillir des chauves-souris dans de bonnes conditions. Les chauves-souris sont des alliés silencieuses mais essentiels pour le bon fonctionnement des écosystèmes tout en nous rendant de précieux services. Leur rôle dans la régulation des populations d'insectes, la pollinisation des plantes et la dispersion des graines en fait des acteurs fondamentaux de l'équilibre écologique.
Fascinantes et mystérieuses, les chauves-souris n'ont pas fini d'alimenter l'imaginaire des hommes. Et il est de notre devoir de veiller sur ces gardiennes de la nuit. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si t'as aimé et si jamais t'as envie de soutenir mon travail, tu peux tout simplement laisser un like et t'abonner à la chaîne. Au passage, n'hésitez vraiment pas à compléter cette vidéo, j'aimerais que ça devienne un peu une sorte de, entre guillemets, de bible des chauves-souris. Une vidéo qui combine pas mal d'infos et qui puisse être complétée par les internautes. N'hésitez pas également si vous avez des petites anecdotes personnelles avec les chauves-souris. Et évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a peut-être des points sur lesquels je suis passé un peu vite. Voilà, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans les commentaires. En tout cas, c'était Wildboy, j'espère vraiment que t'as passé un bon voyage. Je te souhaite un effroyable Halloween et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.